Donc, on passe à la dernière communication et j'ai le plaisir d'inviter mon très cher ami Mohamed Chir. C'est un ami des études. Donc, c'est un anesthésiste réanimateur à Paris, mais aussi il s'occupe des traitements des affections chroniques. Et donc, je le remercie vivement. Il s'est déplacé de Paris pour participer à notre 5e journée, malgré son emploi qui est très chargé. Donc, je le remercie vivement. Et donc, il va nous parler un petit peu de la thermocoagulation en rhumatologie, essentiellement dans les pathologies qui sont rebelles au traitement, puisque Dr Cher s'intéresse à tout ce qui est douleur chronique. Donc, à toi la parole, mon ami. Euh, Tout d'abord, je tiens à te remercier, professeur Janani, de l'invitation. Ça fait plaisir. Euh, donc, quand tu m'as proposé de venir pour parler d'une thématique qui m'intéresse, qui est la radiofréquence, mais on va en discuter, le principal moteur, c'était de venir au Maroc et de retrouver les anciens amis et de vous retrouver. Donc moi, j'ai peut-être la lourde tâche de compresser un petit peu mon intervention pour que on respecte le temps de l'après-midi. Je suis étonné aussi de voir que la parité n'est pas respectée. Il y a plus de femmes que d'hommes. Moi, ça me va. Très bien, c'est parfait. Moi, je suis anesthésiste. Je suis médecin de douleur. Je travaille à Paris. Je développe plus la douleur chronique que l'anesthésie. Je n'ai pas de conflit d'intérêt en dehors de ce que vous voyez à droite, hein, mon pays. Donc, je fais tout pour essayer de passer toutes les informations et la transmission des connaissances. J'ai marqué à bot en premier parce que j'utilise le générateur, vous allez voir, de ce laboratoire. Alors, donc, je vais dérouler un peu cette intervention en vous donnant envie d'utiliser dans l'avenir cette méthode, bien évidemment, après avoir respecté le parcours de soins d'un douloureux chronique. Donc, on ne va pas commencer par la radiofréquence, il y a tout ce qu'il faut faire avant, et ça, vous le savez mieux que moi. Euh, quand on s'intéresse à une procédure, on regarde un peu ce que la littérature peut nous fournir. Vous voyez, donc ça commence très 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 tôt, de la thermocoagulation, parce que c'est des mots qui se valent, donc je vais vous montrer tout à l'heure. Et puis, on commence à avoir un essor parce que les gens s'intéressent à cette méthode-là, parce qu'ils voient qu'il y a un intérêt clinique, hein, de résultats. Et donc, on commence à avoir plusieurs études qui sortent pour essayer d'affiner un petit peu les indications et les propositions. Donc, au niveau terminologie, c'est intéressant, c'est important parce que quand vous allez faire de la recherche, il faut savoir quoi mettre. Euh, c'est vrai qu'on parle beaucoup de la thermocoagulation, mais c'est quoi la thermocoagulation? La thermocoagulation, c'est une radiofréquence, hein, parce qu'il utilise la radiofréquence, on va voir ça tout à l'heure. Les premiers cas de radiofréquence, c'était le traitement du nerf trijumeau. Donc ça, vous le connaissez, en utilisant la température. Donc trigeminal thermal radio frequency. Et puis après, bah, ça s'est développé. Et donc, à un certain moment, donc, la nomination de ce qu'on fait donc, se limite en gros à trois choses, trois procédures. Dose pulsée, qui est à peu près la même chose, mais sauf que le nombre d'impulsions sont fixés. Là, le temps est fixé et là, c'est des impulsions fixées. C'est-à-dire que le même traitement, on peut le limiter à 2 minutes. Ici, on peut avoir un peu plus, mais c'est l'énergie qui change. Voilà. Si on peut parler du thermique, le thermique, je vous l'ai dit, hein, c'est 80 minutes, normalement 1 minute, mais on peut faire plus, hein. La durée d'efficacité, c'est aux alentours de 2 ans, hein. Quand on parle de durée d'efficacité, on parle bien sûr de la douleur, hein. On parle de la douleur. Parce que c'est très important, vous l'avez vu dans les précédentes interventions, c'est que la douleur peut limiter la rééducation. Et si on peut permettre aux patients de faire leur rééducation, leur kiné et tout ça sans douleur, on est amené à leur proposer cette méthode-là. Donc on peut utiliser une seule aiguille, hein, et on voit ici, bah, c'est surtout là, à 60 degrés,
60 secondes, on a une petite lésion. Nous, ce qui nous intéresse, c'est une grande lésion pour que le nerf puisse être traité, d'accord? Donc à 80 degrés. Si on s'intéresse à la radiofréquence, si on utilise la bipolaire, donc c'est deux aiguilles, il faut s'intéresser à l'espace. 6 mm, on peut rater une partie du nerf. 4-5 mm aussi. Donc il faut absolument que les deux aiguilles soient au maximum à 3 mm pour avoir une lésion très importante. Enfin, la lésion qui nous intéresse. La radiofréquence pulsée ou dose pulsée, donc la différence entre les deux, c'est que, je vous ai dit tout à l'heure, donc l'énergie elle est la même et c'est le temps qui est limité. Et quand on fait des doses pulsées, donc c'est des petites doses avec une partie de pause qui permet au bout de l'aiguille de se refroidir. Sinon, on peut atteindre les 45 degrés assez vite. Alors, je suis désolé pour j'ai quelques diapos en anglais. Alors, comment ça marche? C'est très important. C'est pas l'aiguille qui chauffe, pas du tout. Donc là, on a l'introducteur. Là, on a le bout de l'aiguille qui traite, d'accord? Et puis qui génère un champ magnétique avec mobilisation des molécules qui va chauffer le tissu, d'accord? Et plus on s'éloigne de ce type, plus la température elle baisse. Vous comprenez bien que si on veut vraiment traiter le nerf, il faut que ce type-là soit le plus près du nerf. Donc le mécanisme, c'est un mécanisme de neuromodulation, ça je ne vous apprends rien. Donc c'est à travers donc un champ électrique et ça dépend de l'amplitude de courant, de la taille de l'électrode. Donc parfois on a des 14, du 16, du 18. Il y a des nerfs où on utilise une taille un peu plus importante pour avoir une lésion beaucoup plus large. La durée de la procédure, 2 minutes, 4, 8, ça dépend ce qu'on peut. La radiofréquence, on peut choisir la durée. Le lésionnel, il faut s'arrêter à 2 minutes. Parce que sinon, on va léser le tissu adjacent et ce n'est pas le but. Et puis, le tissu. Donc, bien évidemment, il faut être le plus près du nerf pour éviter de léser le tissu avoisinant. On en a parlé un tout petit peu tout à l'heure, le principe de la douleur, la modulation, vous connaissez très bien le principe. La douleur, elle est véhiculée par les petites fibres, peu myélinisées, donc les fibres C et A delta. Et la modulation dans le cadre de la radiofréquence, elle utilise et les petites fibres et les grosses fibres qui sont des fibres de proprioception. D'ailleurs, quand on se pince, le premier geste qu'on fait, c'est qu'on se frotte la zone. Quand on se pince, on utilise les fibres C, ça va beaucoup plus vite. Et quand on frotte, parce que pour calmer, on utilise les grosses fibres qui vont aller beaucoup plus vite au niveau de la moelle épinière et faire le gauge control, hein, le principe du TENS, et bloquer le message douloureux. Donc, bien évidemment, il y a cette repolarisation donc, au moment de la radiofréquence qui fait qu'on évite la dépolarisation et c'est la dépolarisation qui véhicule le message douloureux. Donc, en conclusion, si on veut comparer les trois méthodes qu'on peut utiliser, donc la thermique, 80 degrés, beaucoup plus longtemps l'effet, 2 ans, mais on peut avoir parfois ce qu'on appelle le syndrome de désafférentation. Ça veut dire qu'on lèse le nerf, c'est comme si on le coupe, c'est comme les amputations, donc on peut avoir des douleurs de désafférentation. Dans le contexte pulsé et radio et dose pulsée, c'est un peu plus court, c'est 1 an, mais c'est 1 an, c'est largement suffisant parce que le but, c'est de permettre aux patients de faire de la rééducation et d'avancer. Et donc, c'est largement suffisant pour arriver à un résultat satisfaisant. Il y a très peu d'effets secondaires. Alors moi, personnellement, j'utilise une quatrième qui est entre la dose pulsée et la radiofréquence
qu'on est en train d'étudier dans la structure où je travaille, où on utilise la radiofréquence pulsée, mais on est très près du nerf et on peut le transpercer. Donc, quand on fait de la radiofréquence normale, on s'arrête à un niveau de 0,5 d'excitation pour être sûr qu'on est près du nerf. Moi, je descends jusqu'à 0,1. Donc, quand on descend jusqu'à 0,1, ça veut dire qu'on a vraiment transpercé le nerf. Et donc, on utilise la radiofréquence et non pas la température. Donc, je ne laisse pas le nerf, mais j'ai un effet beaucoup plus long, en durée et beaucoup moins d'effets secondaires. Donc, quelles sont les cibles thérapeutiques? Alors, on peut tout faire avec la radiofréquence, mais il faut savoir ce qu'on veut. Le seul impératif, c'est de choisir les nerfs sensitifs. Bien évidemment, si on touche les nerfs moteurs, donc il y a un déficit derrière, qui peut être passager, mais ce n'est pas le but. Donc on va faire un petit tour sur quelques indications et puis on en reparle. Alors, c'est vrai que moi, je vous ai mis des photos avec la scopie, mais on peut tout faire avec l'échographie. Un peu moins dans le rachis parce que c'est un peu plus compliqué, mais vous allez voir qu'on peut faire tout avec l'échographe pour éviter d'utiliser la scopie, même s'il n'y a pas vraiment un grand risque d'irradiation, surtout pour le patient, parce que le patient on le voit une fois, et puis après, le risque il est beaucoup plus pour le praticien, mais on a un tablier plombé pour éviter les radiations. Donc le syndrome fascitaire, vous connaissez tous. Donc, il faut bien poser le diagnostic, c'est très, très important. Parce que le nerf qui est ciblé, c'est le nerf, la branche médiale du nerf spinal. D'accord? Donc, on verra tout à l'heure une image anatomique. Et donc, vous voyez ici, il y a le processus latéral, l'articulaire inférieur de la facette. Et puis, on va au pédicule. Pédicule ici, c'est là où passe le nerf médial. Donc, on va mettre l'aiguille juste en face, ici, et on va chauffer. Donc là, juste pour vous rappeler un petit peu l'anatomie, donc le rachis lombaire, là par exemple on est dans l'articulation L4, L5, d'accord, qui est énervée par cette branche-là qui vient du nerf de L5 et par cette branche-là qui vient du nerf de L4. Et donc on va traiter ici et ici, les deux. Si on a une symptomatologie qui dépend du L4, L5, d'accord? Le rachis cervical, ne pas mettre entre les mains des non expérimentés, même si l'anatomie est rassurante, parce qu'il y a l'artère vertébrale et il y a le nerf spinal qui est tout près. Donc si on va plus loin, c'est pas pour vous faire peur, mais c'est juste pour vous faire prendre conscience que c'est très important. Si on va plus loin, tétraplégie ou hématome en touchant l'artère vertébrale. Donc il faut venir là. Pour quelqu'un qui a l'habitude, c'est pas très compliqué. D'ailleurs, moi je trouve que le rachis cervical est beaucoup moins compliqué que le rachis lombaire. En tout cas, on a beaucoup plus de résultats ici qu'ici. Donc toujours dans le syndrome fascitaire, ça j'essaie de vous montrer que dans la littérature, vous allez voir, on parle du Scotty Dock. D'accord? Donc il faut essayer de chercher cette image pour savoir, il faut aller à l'œil du Scotty Dock. Donc c'est au niveau de l'œil où le rameau spinal passe. Vous voyez ici, donc on le voit. Tac, tac, tac. D'accord? Je vous laisserai les diapos, hein, donc vous embêtez pas, vous allez regarder tranquillement après. Intérêt de faire, donc on a, alors moi je fais des images en antéro-postérieur, mais il y a ceux qui font en 3/4, parce que le Scotty Dock, il faut le faire en 3/4. Très important de faire des images en latéral parce que l'articulation, il est là, le nerf, il est là, mais si on se contente juste ici, on peut, la scopie le permet, on peut être là, et on peut être là. Mais il faut vraiment une image latérale pour s'approcher le plus du nerf et être le plus efficace. Alors, une question pour voir si vous avez bien suivi. À votre avis, quel niveau est concerné, clinique? Vous avez 3 aiguilles, mais on traite quoi? Il se plaint de quoi le patient?
30 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bon, je vais répondre. Si vous voyez ça, vous dites, bah tiens, il est en train de, le patient, il a alors, 5, 4, 3. D'accord? Si on met une aiguille ici, c'est pas parce que le patient se plaint d'une douleur fascitaire de L3, pas du tout. C'est tout simplement parce que la branche inférieure qui va sortir ici, elle ne va pas énerver ici, elle va énerver là. Donc si vous avez un syndrome fascitaire L4, si vous ne traitez pas L3, ce sera un échec. Donc là, en l'occurrence, ce patient-là, il a un syndrome fascitaire L4 et L5. D'accord? Donc ça, c'est les fascitaires. On peut faire la même chose pour le sacroiliaque. D'accord? Il y a une sonde assez particulière, moi, que je n'aime pas du tout, parce que on est tous différents. Donc les trous, on n'a pas les mêmes mensurations, tout ce que vous voulez. Quand on met cette sonde-là qui est un peu particulière, elle se met là, il y a des plombs qui délivrent l'énergie et elle peut être en dehors du passage du nerf. Donc les résultats ne sont pas extraordinaires. Moi, je préfère mettre 3, 4 aiguilles parce que je sais où je suis. Et là, j'ai un peu plus de résultats que de mettre cette sonde-là. Il n'y a que le mot qui est simple. Hein. Là, une photo pour vous dire que je n'hésite pas à injecter des produits de contraste pour être sûr que je suis vraiment dans l'articulation, parce que parfois on a des surprises. Hein. Gonalgie, mot qui vous intéresse beaucoup. Donc, l'intérêt de la radiofréquence, on peut l'utiliser pour toutes les douleurs du genou, mais il est beaucoup plus développé en post-opératoire. D'accord? Les douleurs post-opératoires résiduelles qui empêchent les patients de faire sa kiné, et puis surtout avec des douleurs neuropathiques chroniques. On parle de la douleur chronique, bien évidemment, on ne parle pas du post-opératoire immédiat, il faut rester raisonnable. Et puis vous connaissez très bien, aussi bien que moi, l'énervation sensitive du genou, hein, tous les nerfs géniculaires à droite. Le seul nerf ça m'arrive de le faire, mais ce qu'il faut retenir, le seul nerf qu'il faut éviter, c'est le nerf géniculaire latéral inférieur. Pourquoi? Parce que c'est là où passe le nerf fibulaire. Le nerf fibulaire, c'est un nerf moteur. Si on le touche, c'est dramatique. Et puis, c'est une zone qui est très superficielle. Parfois, si on ne fait pas attention, on peut cramer la peau, on peut faire des zones de brûlure. Donc, il y a ceux qui utilisent beaucoup la radio, donc on met les aiguilles ici, mais moi, pour le genou, j'utilise que l'échographie. Et c'est très facile, d'accord? Très, très facile. Je n'ai pas mis de photos d'échographie, mais on pourra toujours en parler dans l'avenir. Donc là, on met l'aiguille, d'accord? Alors, tout à l'heure, la cible, vous avez bien vu que c'était les nerfs géniculaires. De plus en plus maintenant, et ça vous regarde, vous, en tant que rhumatologue, on s'intéresse aux articulations. C'est-à-dire qu'on met les aiguilles en intra-articulaire. Alors, vous l'avez compris tout à l'heure, cette zone-là, le ménisque n'est pas énervé. Qu'est-ce qu'on va léser, qu'est-ce qu'on va traiter? On ne sait pas. Mais vous verrez tout à l'heure sur des papiers que je vais vous montrer qu'on a quand même une efficacité intéressante quand on s'intéresse, quand on fait les géniculés et qu'on a un échec. Donc il ne faut pas hésiter à aller en intra-articulaire, mettre l'aiguille puis chauffer. Avec une aiguille souvent courbée pour épouser l'anatomie et avoir un maximum de zones à traiter. Si on passe, si je vais trop vite, vous me le dites, hein. On passe à l'épaule, ça vous va, c'est bon? On passe à l'épaule. L'épaule, 2 nerfs, trois. J'ai mis 2 nerfs, mais 3 nerfs à traiter. Hein. Le nerf axillaire, qui est un nerf sensitif, et suprascapulaire, à grande partie sensitif. D'accord? À grande partie. Il y a une petite branche motrice, mais si vous mettez les choses bien avec un échographe, vous savez où vous allez mettre votre aiguille, ça ne devrait pas poser de problème. Donc, moi, je vais aller à cette branche-là que je vais traiter. D'accord? Le nerf suprascapulaire, donc c'est un, et puis le nerf axillaire. D'accord? Une image échographique.
On voit le trapèze, on voit le supraspinalis et on devine le nerf. On ne les voit pas à l'échographie. Même avec les meilleurs échographes, on ne les voit pas. Mais on sait très bien qu'ils sont là et vous allez voir comment on va les repérer tout à l'heure. OK? Alors, d'autres indications qui peuvent vous intéresser parce que c'est tout ce qui est ostéoarthrose, toutes les douleurs, en tout cas gonalgiques. Il y a des équipes qui sont très très connues dans le domaine et qui publient dans des revues de rhumato. Et ça prend un peu plus, un peu mieux sa place, donc cette radiofréquence pulsée, pour les patients réfractaires à tout ce que vous faites vous, dans le début du parcours du soin. La lys valgus, moi, ça m'est déjà arrivé de le faire pour des personnes qui ne veulent pas se faire opérer et qui ont mal. Donc, je l'ai déjà fait moi personnellement. Le nerf pudendal, donc ça c'est une catastrophe quand on ne leur trouve pas de solution. Les pudendalgies, c'est vraiment une vraie catastrophe et on a de très très bons résultats avec la radiofréquence pulsée. Et puis, les douleurs chroniques de l'articulation trapézo-métacarpiale. Alors, il y a d'autres procédures. Hein. Moi, je fais beaucoup le nerf d'Arnold. Je ne l'ai pas cité ici. Ça ne concerne pas la rhumato, mais on a de très très bons résultats. Plus de 30% de ma patientèle se plaint de nerf d'Arnold qui peut donner des migraines et qu'on règle. Alors, vite fait, je vais vous donner un petit peu le côté pratique. Hein, le côté pratique. Bien évidemment, toujours un bloc anesthésique avant, un bloc anesthésique avant. Donc, bloc anesthésique, on va aller injecter un petit peu d'anesthésie, très peu, entre 1 et 2 millilitres maximum. Parce que sinon, par diffusion, on peut avoir un effet positif et on pense que ça lui fait du bien, mais en fait, c'est juste la diffusion qui l'améliore et on n'est pas au bon endroit. Donc, très peu de doses, parce que le but, c'est pas derrière une arrière-pensée, c'est de voir si on peut aller mettre notre sonde de radiofréquence et de traiter. Et il faut un soulagement au moins de 50%. Ce n'est pas la peine d'espérer, de dire, bah, tiens, je vais faire une radiofréquence à 30% parce que vous risquez d'avoir des mauvaises surprises. Donc la procédure, donc il faut du matériel, hein, bien évidemment, des aiguilles, les électrodes. Donc c'est au bout de l'électrode où il y a le petit type qu'on a vu tout à l'heure qui génère la chaleur. La plaque neutre et puis les générateurs. Donc moi je travaille avec Abbott, mais il y en a d'autres. Hein. Donc là, on met tout en place. Donc ça, je vais passer vite. On fait une petite anesthésie locale parce que les aiguilles sont quand même un peu gros. Et puis parfois on met de la sédation, on les endort un tout petit peu, vraiment une sédation. Donc l'échographie ou la scopie, on met l'aiguille et puis on insère l'électrode. Et vous voyez, tout à l'heure, vous posez la question à comment je vais faire si je suis devant un nerf moteur ou pas. Alors c'est simple. Donc on a un test sensoriel obligatoire, donc celui-là. Pourquoi? Il faut reproduire la douleur dans la zone concernée. Donc si le patient vous dit, ah oui, j'ai mal là où j'ai d'habitude mal, vous savez que vous êtes dans la vraie cible. Et puis un test moteur. Le test moteur, si on a une action motrice, si on a une contraction musculaire, il ne faut pas chauffer. Pas du tout, parce que là, vous risquez de toucher le nerf moteur, même s'il y a une récupération après. Mais la récupération, elle peut venir beaucoup plus tard avec toutes les conséquences que vous pouvez imaginer quand on prive quelqu'un de sa motricité. Donc, quand on fait du thermique, surtout du thermique, et quand je fais ma méthode à moi, parce qu'on est un peu loin, je pense qu'il faut sédater, parce que les gens ont mal. Hein. C'est la température, elle fait mal. Et puis on laisse la machine faire son travail, on surveille et puis on regarde. Je me suis dit quand même, je suis devant des rhumatologues, on va regarder ce que la littérature dit sur la rhumatologie et la radiofréquence. Hein. Je vous laisse ici plein d'articles que vous pouvez, que je peux vous adresser si vous voulez. Hein. Donc je les ai tous. Et de voir un petit peu ce que c'est des rhumatologues, hein,
ce qu'ils ont proposé avec des études qui sont très bien faites, hein, vraiment parfois avec un nombre de patients très très élevé et de très très bonnes études sur l'épaule, en rhumato, hein, les intra-articulaires et tout ça. Donc je vous laisserai les regarder tranquillement. Donc pareil, là c'est c'est 482 patients dans un groupe traité et 482 dans un groupe placebo, avec un résultat extrêmement important et intéressant à faire. Juste pour vous expliquer pourquoi on a un effet dans les petites articulations, très probablement, on peut les récepteurs qui ne sont pas très loin, d'accord? Mais les nerfs qui sont péricapsulaires un peu plus loin, moins évident, sauf si vraiment on met du temps, on augmente le temps de la procédure. Dans les articulations importantes, il n'y a pas d'influence, vous avez vu tout à l'heure, c'est l'électromagnétisme qui fait la température, alors dans les articulations, c'est niet. C'est plutôt, et ça c'est des études qui l'ont montré, quand on chauffe, on voit qu'il y a une atténuation de la production des maladies, des médiateurs inflammatoires et probablement, je dis probablement, un effet cardioprotecteur et régénératif à confirmer, probablement. Hein. Alors, donc là, on est dans une procédure qui a montré et qui continue à montrer son effet. Il faut l'utiliser à la fin vraiment du parcours de soins. C'est très important. C'est très important de proposer à votre patient une alternative ou quelque chose qui peut l'aider à avoir sa kiné ou sa mobilité ou d'ailleurs la qualité de vie, hein, parce que parfois il n'y a que la qualité de vie qui est très importante, avec des résultats très très importants de la restauration de la fonction et les effets de la qualité de vie. Donc je vous laisse ici des diapos de biblio pour vous aider un petit peu à appréhender cette méthode et je serai ravi d'échanger avec vous et de vous donner envie, en tout cas, d'utiliser cette méthode. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Dr. Cheikh. Donc, on passe la parole à l'assistance pour les 2 communications, ou bien pour les 3 de l'après-midi, s'il y a des questions. En attendant, oui, professeur. Pour les 2 dernières présentations, et même la vôtre, monsieur le Fatemi, dans la gonarthrose, nous avons beaucoup de cas de gonarthrose très douloureux et on a besoin de moyens pour les aider à vivre avec moins de douleur. Alors, c'est vrai que en matière de rééducation, c'est important. Les mouvements, ça aide les gens à moins souffrir, et on le sait. Et que la rééducation est indispensable dans toutes les formes de gonarthrose. Je pense que vous le savez mieux que moi. Et alors, en matière de radiofréquence, c'est ma question. Que peut-on faire? Alors, je sais qu'on a beaucoup travaillé sur les nerfs géniculés, mais qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme résultat dans ce domaine, s'il vous plaît? Alors, c'est vrai que la gonarthrose, c'est un peu compliqué parce que les raisons de la douleur, elles sont multiples. Donc nous, on a l'habitude, en tout cas dans notre établissement, on a l'habitude de voir beaucoup plus les douleurs post-opératoires, hein, surtout des neuropathies. Qui dit neuropathie, il y a vraiment une activation des nerfs géniculés. Et donc là, on a des résultats qui sont très très intéressants. Par contre, quand on parle de l'arthrose, où il y a très probablement une contre-indication de chirurgie, où les gens ne veulent pas se faire opérer, et qui la seule solution, c'est la rééducation, c'est la mobilité. En tout cas, alors, moi, je ne vais pas répondre à la place de mes collègues qui font des infiltrations. Ça, il faut passer par cette étape-là, ça c'est clair, parce que c'est beaucoup moins délétère. Et puis, ça nous arrive, nous, de faire de la radiofréquence cellulaire géniculée. On a entre 30 et 50% de moins de douleur qui permettent une récupération plus importante.
30 à 50% de moins de douleur, c'est déjà très important. Très, très important parce que ça change la qualité de vie. Mais il faut le faire, il faut avoir les moyens de le faire parce que ce n'est pas une méthode qui est donnée. Hein. Il y a des gens qui utilisent de la cryo sur les mêmes nerfs avec des lésions beaucoup plus importantes, mais ça peut être très, très intéressant. Mais sous-entend qu'effectivement, il y a eu un échec des infiltrations, que ce soit de la cellule urinique, que ce soit des corticoïdes ou autres. Et même la TINS a été proposée, la neurostimulation transcutanée dans la gonarthrose. Il y a une étude française qui a été très bien menée et qui a montré aussi l'apport par rapport à cela aussi. Oui, alors le TENS, c'est très important parce qu'on pense que le TENS, il est réservé aux douleurs neuropathiques. Oui et non, parce que le TENS, il génère toutes les douleurs. Tout en sachant que, le professeur Fatemi l'a dit tout à l'heure, il y a une grande part de douleurs d'arthrose qui sont neuropathiques. Si on arrive déjà à ces 20% à les soulager, c'est déjà un grand pas en avant. Le TENS, vous connaissez tous le principe, hein, c'est le gauge control. Le gauge control, c'est de stimuler les nerfs de moyen calibre ou de gros calibre. Alors le TENS, ce qui est important aussi, moi ce que je vous conseille de le faire, le TENS, c'est malgré ce que dit le laboratoire, moi je leur laisse tout le temps. Les seules fois où je leur dis de ne pas le faire, c'est ne pas conduire avec, c'est un appareil électrique par sécurité, et ne pas dormir avec. Sinon, le reste du temps, ils peuvent l'utiliser autant de fois qu'ils peuvent, et surtout, avant d'aller voir leur kiné. Expliquer ce que c'est que c'est un boîtier très petit comme celui d'une radio et que le patient peut mettre avec des électrodes. Et les électrodes sont placées de part et d'autre au niveau du rachis lombaire et avec des courants électriques. Deux hypothèses physiopathologiques, soit libérer des endorphines, soit renforcer le système inhibiteur et donc le système gate control. Il était très à la mode dans le cadre des lombalgies. On s'est dit, tant qu'à faire, pourquoi pas l'indiquer pour les patients. Donc, il est en location ou bien il y en a d'autres même qui l'achètent. Maintenant, effectivement, le taux d'efficacité, lui aussi, il varie entre 50 et 60%. Pardon? Nous l'avons au service. Oui, bien sûr. Nous l'avons, effectivement, et c'est assez douleurs neuropathiques. C'est vrai qu'on l'a beaucoup utilisé pour les douleurs neuropathiques. Et ne pas hésiter à l'utiliser. La seule chose, le mot très important, c'est de mettre les patchs entre la zone de la douleur et la moelle épinière. Que ce soit les patchs au niveau du rachis ou que ce soit beaucoup plus près de la zone douloureuse. Mais le seul impératif dans le trajet de la douleur, c'est très important. Et effectivement, il y a un largage d'endorphine, mais surtout, il y a un système de gauge control qui ne concerne pas que la moelle épinière, elle concerne le système supraspinal. D'ailleurs, je m'amuse toujours à dire, en plus du TENS, il faut favoriser les câlins. Parce que les câlins, ça stimule aussi les contrôles inhibiteurs descendants. C'est très important de valoriser ce genre de choses. Hein. Ça fait rire, mais c'est comme ça, parce qu'on renforce les contrôles inhibiteurs et ça donne un effet beaucoup plus important pour le TENS. Et ça, c'est des études qui le montrent. Oui, bien évidemment. Moi, j'utilise tout le temps. La toxine dans les neuropathies, il y a une indication des études qui montrent leur efficacité dans les douleurs neuropathiques. C'est vrai que leur principe est très intéressant. La toxine, elle est utilisée dans les douleurs, moi, je dirais plutôt neuropathiques qu'autres, parce que c'est là où il y a l'effet. L'intérêt de la toxine, c'est que ça dure longtemps. Ça dure, c'est efficace, bien évidemment, tout dépend de l'efficacité, ça dure 3 mois.
Donc vous avez 3 mois où le patient peut profiter de vos soins avec moins de douleur. Maintenant, il y a des études qui montrent aussi des injections sous échographie périnerveuse de toxines, avec un effet extrêmement intéressant qu'il faut suivre. En tout cas, la toxine, je pense que ça serait un produit à utiliser dans l'avenir, puisque l'un des effets qui est indiscutable, c'est contre les migraines chroniques. Hein, les migraines chroniques, maintenant la toxine, elle est le gold standard, on va dire, de la migraine chronique. Donc oui, il y a un effet sur la douleur très très important, très intéressant. Et c'est vrai que dans les blocs, nous, je ne sais pas vous, mais il faut solliciter probablement les anesthésistes. Quand on a des algodystrophies ou quand on a besoin de mobiliser les articulations, c'est très important de faire un bloc avec un anesthésion local de durée assez moyenne ou longue, que ce soit le nerf axillaire, moi je fais beaucoup le suprascapulaire parce qu'il y a une branche motrice qui permet aussi de faire, et puis même dans le genou, la cheville, le nerf sural, le nerf saphène et même le nerf tibial, hein, mais il faudrait juste raccourcir la durée d'action et permettre aux gens de mobiliser leur articulation. Docteur Chir, merci beaucoup pour votre très belle présentation. Donc, j'ai deux petites questions. La première, par rapport à la durée d'efficacité de la thermocoagulation. Donc, dans votre expérience, est-ce que c'est un acte qui se fait une seule fois et donc ça donne une très bonne efficacité ou il faut le répéter une autre fois? Et par rapport à votre expérience, quel est le pourcentage de réussite ou d'efficacité de ce geste? Alors, la radiofréquence, ça dépend de ce qu'on utilise. C'est la thermique ou la radiofréquence pulsée. Donc moi, je vais vous parler de mon expérience et non pas de ce que dit le laboratoire. Parce que le laboratoire, vous avez vu, il parle de 2 ans et demi quand on fait de la thermique ou d'1 an quand on fait la pulsée. La pulsée, moi, j'utilise beaucoup plus la pulsée avec une action beaucoup plus précise. C'est-à-dire que je baisse le seuil. Et là, on a une durée d'action entre 6 mois et 8 mois. D'accord ? Souvent, c'est pour ça que j'utilise moi cette 4e méthode. Souvent, on a besoin d'une seule séance. Pourquoi? Parce que quand je fais moi cette radiofréquence, avant de sortir l'aiguille, moi je n'injecte pas derrière parce qu'il y a des gens qui injectent un anesthésien local. Avant de sortir l'aiguille, je fais un retest sensitif. Si ce retest sensitif il est négatif, ça veut dire que le nerf, c'est bon, il est traité. Donc au revoir, hop, projet thérapeutique, rééducation, ainsi de suite. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, en gros, dans les études, et par expérience, on a entre 60 et 70% d'efficacité. Moi, je connais aucune méthode qui fonctionne à 100% en médecine, de toute façon. Et d'ailleurs, ce que je disais tout à l'heure, c'est que le principe de traitement, c'est la multidisciplinarité, de proposer plusieurs méthodes en même temps pour qu'on puisse prendre le pourcentage d'efficacité de chacune pour avoir un maximum de résultats. Il y a d'autres questions? Merci, Dr Chir. Pour préciser une chose, c'est qu'il vient de l'anesthésie française et leur société scientifique, elle est tout ce qu'il y a de généreuse. Moi, je sais qu'ils ont transféré énormément d'actes avec la SOFMER, la Société française de médecine physique, entre autres les blocs nerveux. Ils ont eu un consensus, ils ont transféré certaines de leurs prérogatives depuis 2011. Donc les blocs nerveux, très très intéressant quelquefois pour voir un peu la part de participation au niveau de la douleur. Et vraiment, merci beaucoup. Hein. Oui, et puis la société marocaine, moi j'ai présenté là au mois de décembre à la société marocaine d'anesthésie à Marrakech, et ils sont très 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 à l'écoute. Et a priori, ils sont prêts à gérer la douleur chronique. Hein. Je parle de la douleur chronique, pas la douleur aiguë. La douleur aiguë, c'est autre chose. La douleur chronique pour faciliter en fait la rééducation et la récupération des fonctions de nos patients douloureux. Professeur Mkinsi?
J'ai une question pour Madame Ajouassé que je félicite pardon, pour son exposé parce qu'elle vraiment elle a été au bout des choses. Je voulais voir avec vous alors, j'étais intéressée parce que j'ai quelques malades à qui on a fait des viscos des premières métatarsophalangiennes et je dois dire que je suis assez contente pour au moins pour la majorité d'entre elles. Et je voulais voir avec vous, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Parce que franchement, ça a bien marché. Alors, la précaution essentielle, c'est le chaussage, vous le savez. Les gens fassent de l'économie articulaire. Et franchement, ça a très, très bien marché. Oui, effectivement, je vous remercie d'abord, Madame Kissi, pour la question. Effectivement, pour les autres localisations arthrosiques, il y a une efficacité. Comme j'ai montré, c'est significatif, même pour l'arthrose du premier métatarsophalangienne. Donc, cette étude française qu'on a vue, ils ont utilisé surtout l'association acide hyaluronique et le mannitol avec de 1cc, dosé de 1cc, sous guidage échographique. Toujours avec le complément des exercices, la rééducation et la telle plantaire. Et toujours, il faut le traitement multidisciplinaire pour avoir la meilleure efficacité et pour améliorer la qualité de vie du patient, bien sûr. On cherche toujours d'améliorer la qualité de patient par toutes les méthodes qu'on a à notre disposition. Merci. Une précision, excusez-moi, je ne peux pas m'empêcher de le dire, mais en 2015, il y avait même un compte en France. Comment vous expliquez qu'ils le retirent de leur remboursement? Et puis, ce remboursement, il a politiquement entraîné un peu beaucoup de questions. Et comment dire, pour départager, ils ont sollicité l'avis de l'association, avec tout le respect des médecins généralistes, pour dire leur avis sur la visco, alors que ça reste, je crois, un outil très, très efficace. Hein. Je ne sais pas qu'est-ce que... La conclusion générale, je crois qu'il faut le défendre parce que le PRP vient un peu en force, mais entendons-nous bien, le PRP, il reste encore à maîtriser, que ce soit dans sa conception, dans son injection, la durée d'appui qu'il faut accepter. La théorie est très séduisante. Une cellule qui va un peu améliorer sa synthèse, etc., pour espérer tirer avec elle le chondrocyte. Mais je crois que l'acide hyaluronique, il faut que, en tout cas nous au Maroc, qu'on le défende. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Oui, effectivement, c'était l'année 2017 qui a été déremboursé l'acide hyaluronique en France. C'était pour tout le monde. Donc, c'est déremboursé. Par contre, elle est remboursée. Donc, j'ai vérifié avec un délégué qu'il y a un produit qui est remboursé surtout pour l'OCP et le SAHEM, qui est remboursé de 100%. C'est en fonction de remboursement, de pourcentage de la participation. Il y a des OCP, par exemple, qui ont de 100%, il y a de 80%, mais j'ai vérifié avec lui, il y a, pour l'information, il y a le remboursement, oui, pour l'OCP et SAHEM, pour un nom de produit que je peux... Non, c'est juste que les autres sont considérés comme un dispositif médical. Alors que le seul Cialgan qui est considéré, même aux États-Unis, comme un médicament. C'est pourquoi il est remboursé. C'est parce qu'il n'est pas considéré comme un dispositif. Donc, c'est le seul qui est remboursé. Et puis, même aux États-Unis et même par les sociétés, je crois. C'est ça, parce qu'il n'est pas considéré comme un dispositif. le remboursement n'est pas un critère scientifique, hein, c'est un critère économique. Donc, il faut faire attention. Quand vous avez des choses qui apportent un bénéfice à vos patients, ce qui nous arrive, hein, c'est qu'on leur dise, voilà, donc vous n'avez pas à être remboursé, mais ça va vous apporter un bénéfice. Donc, toutes les remboursements sont un critère économique. C'est clair. Et je peux rajouter juste une petite chose, c'est que il y a eu une polémique terrible autour des acides hyaluroniques, réticulés, non réticulés, petits pois, etc. Je crois que il y a incontestablement des indications, en particulier dans des arthroses qui sont débutantes, parce que ça marche bien, il faut le dire. Dans notre expérience, d'ailleurs, ça marche bien. Mais il y a aussi une indication, moi, que je défends beaucoup. Quand vous avez quelqu'un qui se présente avec une gonarthrose à un stade 4 et que vous n'avez pas d'autre alternative, c'est d'ailleurs dans la littérature, vous le trouvez. Moi, avant de l'utiliser, j'ai d'abord screené ça. Vous avez la possibilité de l'utiliser. Et du coup, ces traitements-là les aident à utiliser leur membre inférieur parce qu'il est là, le souci. Il faut qu'il bouge.
Sinon, on est parti sur un handicap complet. Surtout que l'appareil locomoteur, la douleur, il n'y a pas pire, hein, comparé aux autres systèmes. Et donc, on ne peut pas modéliser ou uniformiser la perception ou l'efficacité d'un traitement. Et donc, vous ne pouvez pas dire l'acide hyaluronique, telle étude. Encore faut-il homogénéiser la population pour juger de l'efficacité. Et en plus, la deuxième chose, les stades sont variables. Vous pouvez avoir des personnes âgées, ils ont une gonarthrose assez évoluée et ils la tolèrent. Donc, comment vous l'expliquez? Mais je crois que la perception, ce n'est pas pour le défendre, mais très efficace, hein. Je crois que en faisant une bonne sélection des patients, l'acide hyaluronique reste une très belle alternative. Oui, je te rejoins parce que c'est vrai, il faut voir dans la vraie vie. C'est pas seulement les études. Les études, parfois, voilà, elles sont biaisées. L'échantillon ou bien la sélection des malades, elle est particulière, mais il faut aller à la vraie vie. Et l'expérience de service, il y a de bons résultats avec l'acide hyaluronique, hein. C'est vrai, on fait de moins en moins la PRP à cause surtout du prix. Le kit, il est cher, mais l'acide hyaluronique, il reste très efficace. Et dans ma lecture, c'est surtout l'association PRP acide hyaluronique. Apparemment, il y a une très bonne efficacité. Acide hyaluronique PRP. C'est un pourcentage important que toutes les études s'accordent qu'il y a une bonne amélioration pour l'association. Oui. Juste, c'est un peu plus cher. Mais je crois maintenant, on va introduire aussi la radiofréquence grâce donc à notre. C'est pas gratuit non plus, hein. C'est cher aussi, mais tout se négocie, hein. D'accord. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. D'accord. Donc, c'est bon. Donc, je remercie vivement Dr. Cheikh et les autres orateurs pour la qualité et la présence aussi, les gens qui sont restés jusqu'à maintenant. Donc, bravo. Et donc, je remercie aussi les laboratoires qui ont accepté gentiment de sponsoriser cette journée. Et je vous souhaite une fin de soirée et à la prochaine, Inch'Allah.